Et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire EN3S formation continue. Et on a, pour cette nouvelle édition mensuelle, choisi une thématique vraiment essentielle pour vous toutes et tous, la communication au sens large, mais surtout la communication au service de l'impact que l'on peut avoir sur son auditoire et puis du développement de son influence finalement et de la façon de convaincre aussi. Je vous rappelle les règles du jeu. On a toujours autour de la table des intervenants experts, en l'occurrence M. Payon et M. Rosas. On a un environnement avec un fil de questions-réponses qui est aussi ouvert pour pouvoir interagir avec nous. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous n'hésitez pas, vous l'utilisez. Et puis, au fil de l'eau, on prendra vos questions pour vous apporter des éclaircissements. On a aussi, de façon assez traditionnelle, un support qui vous sera transmis, envoyé à la fin avec l'évaluation. Les offres rebonds, bien entendu, qui font référence à ce qu'on peut vous proposer. Et puis, on a aussi, pour échanger, voilà, toute une équipe que je remercie qui assure la production de cet événement. Alors, si on a choisi la communication pour ce webinaire, c'est parce qu'on sait que dans le vaste écosystème protection sociale, ce sont des compétences qui sont très recherchées et pour lesquelles on n'est pas forcément toujours à son aise parce qu'on a tous une histoire personnelle. Certains vont avoir plus de facilité à l'oral, d'autres vont privilégier la communication écrite, d'autres vont être plus à l'aise devant des grands auditoires, d'autres vont privilégier de petits auditoires. Donc on sait que c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler tout au long de sa carrière. Et on sait aussi que cette communication, elle devient, à l'heure notamment des réseaux sociaux, à l'heure de l'accélération d'une certaine façon de l'information, de plus en plus essentielle à plein de moments, différents moments de sa vie. Et donc, dans le pitch, pour vous donner envie de nous écouter, on était revenu sur certains de ces événements. Bien entendu, on peut avoir des événements traditionnels avec des publics internes, les vœux, l'assemblée du personnel. Ça peut aussi être des moments effectivement liés aux réunions de service, hein, ça peut être aussi des moments de crise, on y reviendra. Ça peut être aussi des moments plus joyeux, plus coopératifs. Donc il y a toute une palette de compétences à maîtriser et surtout à pratiquer. Et je pense que les intervenants y reviendront assez largement, mais la communication, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr pratiquer, il faut s'exercer. C'est un petit peu comme une langue vivante, une langue étrangère qu'on voudrait mieux maîtriser. Il faut savoir se mettre en situation. Il faut aussi parfois accepter aussi euh, la prise de risque, accepter aussi une certaine forme de remise en cause. Mais une fois qu'on a rempli voilà, toutes ces exigences-là, ça nous permet d'évoluer à la fois personnellement, mais là, surtout professionnellement. Voilà pour ces quelques mots d'ouverture. Je vous rappelle le déroulé. On va aborder, pour commencer, avec Monsieur Rosas, une partie qui va être consacrée aux fondamentaux de la communication. On reviendra ensuite sur un aspect plus ciblé avec Monsieur Payon sur la communication de crise. Et enfin, on fera un zoom sur deux compétences qui peuvent être travaillées, qui tournent autour de ce qu'on appelle maintenant le pitch en anglais et la prise de parole en public. Alors, je passe la parole à Monsieur Rosas pour effectivement revenir sur qu'est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant les fondamentaux de la communication et en quoi ils peuvent être optimisés. Alors, il faut ouvrir le micro. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est Merci bon. Benjamin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur communiquer, c'est une pratique. Captiver, convaincre son auditoire, se faire entendre, je dirais que ce n'est pas inné, entre guillemets. Ce n'est pas compliqué non plus, cela s'apprend. C'est vraiment ma conviction. Et pour ça, je vais m'appuyer sur cette phrase de Raymond Queneau. Vous connaissez Raymond Queneau, qui est l'auteur
surréaliste de Zazie dans le métro, de Exercice de style, et 100 000 milliards de poèmes, etc. Raymond Queneau disait quelque part, parler, c'est marcher devant soi. Communiquer, c'est aller à l'autre. Et donc, ça veut dire que on sait tous parler, c'est notre langue maternelle ou une langue apprise, une langue étrangère, on parle plus ou moins bien, on sait le faire. Par contre, est-ce qu'on prend la dimension de notre interlocuteur lorsqu'on parle à quelqu'un? Et c'est bien cet espace de la communication qui est mis en valeur et qui repose sur des fondements, c'est-à-dire, je dirais même, des fondations. Pour qu'une maison tienne debout, avec des décors, avec des lustres, tout ce que vous voulez, si les fondations ne sont pas bien ancrées dans la terre, eh bien, la maison ne tiendra pas au moindre coup de vent. Je fais l'image de quelqu'un qui pense pouvoir s'exprimer sans problème et qui soudain, parce que la communication est importante, la prise de parole est forte, il est soumis au stress. Eh bien, tout tremble en lui, comme la maison. Et s'il ne fait pas un travail là-dessus, ça risque de s'écrouler. Oui, parler, c'est marcher devant soi. Communiquer, c'est aller à l'autre. Donc, je dirais que communiquer, c'est inviter l'auditeur dans la relation, dans l'espace de communication. Je délivre la parole en ayant conscience des multiples conditions et composantes de la communication. Alors, je vais, pour vous faire prendre conscience de ça, essayer de manipuler devant vous mon PowerPoint qui est ici. Voilà, j'espère que vous le voyez, dites-moi. Non, Non. il n'est pas encore dans le bac de Ah oui, partage. pardon. Oui, il n'est pas encore dans le partage. Je vais trop vite. Alors, dans l'espace de partage, voilà. Partage d'écran, bureau, fenêtre. J'essaye fenêtre. Un écran. Écran entier, voilà. Pardonnez-moi de ces petites manips, je ne suis pas très aguerri. Voilà. Et donc, je vais ici. Tac, tac, autoriser. Tout votre écran, oui. Et donc, je vais faire ça. Je vais choisir ici. Voilà, donc un bel écran bleu sur lequel va apparaître. Non, alors, c'est pas ça. Ça, c'est la voix Anatou. Bon, je me suis trompé, pardon. Tac, tac, je reprends. Alors, il faut que je le remette en plus dans le. Non, hop, juste choisir le diaporama. Le bon diaporama. Mais oui, mais alors attendez, il apparaît plus. Bon, alors je vais le choisir. Voilà, peut-être que ici, vous allez me dire si ça apparaît. Vous voyez quelque chose? On y arrive. Oui, voilà. Mettre en plein écran et c'est bon. Oui. À partir du début. Voilà. Donc. Et la magie opère. La magie opère. Merci, pardonnez-moi pour ces manipulations désagréables pour vous sûrement. Alors, les fondamentaux de la communication, c'est d'abord soit comme orateur, alors vous êtes soit dans la tradition de discours, soit vous êtes dans l'explication avec un support visuel. On pourrait dire qu'à la base, c'est une pratique sur 3 dimensions, 3 composantes, je devrais dire, de la dimension personnelle. Quelles sont ces 3 composantes? C'est tout bête. J'ai un corps. Dans ce corps, je ressens des émotions et des sentiments. Et dans ce corps, grâce à ces capacités expressives corporelles, je peux exprimer, élaborer, délivrer une pensée. Vous voyez bien que le corps, c'est la base, c'est la fondation principale. Et dans cette dimension corporelle, il y a plein de facteurs. Certains que vous pouvez maîtriser, c'est ceux auxquels je vais m'attacher, pour vous faire prendre conscience qu'on peut agir sur une meilleure présence à autrui. Je dirais que par rapport à la communication, le maître mot de la réussite, c'est la présence. Comment je suis présent face à autrui? Pas simplement par ce que je dis. Je ne vais pas aller tout de suite en haut sur la pensée. Non, je vais d'abord prendre conscience des caractéristiques expressives du corps.
Je vais essayer de gérer les émotions et les sentiments. Vous voyez où je veux en venir, évidemment. Le stress, qui est une émotion négative. Si vous êtes soumis au stress, eh bien, la pensée sera mal exprimée. Si vous êtes soumis au stress, ça se verra dans votre corps, dans vos manifestations corporelles. C'est un système, je dirais, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche verte, c'est un système interdépendant entre ces trois dimensions. Le corps, venons-en, avec la grande loi de l'expression orale. Ce n'est pas une théorie, ça a toujours été suite à des observations de personnes qui s'intéressaient à la communication. Il y a trois grandes dimensions qui peuvent se synthétiser par cette petite formule. V est supérieur à A, qui est supérieur à M. V comme visuel. Ce que je vois de vous en tant qu'orateur, moi, spectateur, auditeur, ce que je vois de vous l'emporte sur ce que j'entends de vous, qui l'emporte sur le message. Le message est évidemment la condition nécessaire, mais n'est pas suffisant. Si les composantes non verbales du visuel ne sont pas en place, plus les composantes auditives ne sont pas en place, vous aurez beau avoir cherché et élaboré un très beau message, ça ne passera pas. Avant d'être écouté, je suis regardé. Avant d'être compris, je suis entendu. C'est toujours dans ce sens-là que ça se passe. Alors évidemment, quand on a l'habitude d'un orateur, ça va très vite. On se focalise très vite sur le message, puisque c'est ça, c'est pour ça qu'on est là, et c'est ça qu'on va retenir. Mais les deux précédentes conditions sont très importantes parce qu'elles peuvent soit favoriser, soit affaiblir la qualité du message. Donc le corps, avec ses composantes non verbales, vous les connaissez, ce que je vois de vous, voyez. Donc qu'est-ce qu'il y a? La manière dont je suis habillé, ce n'est pas neutre, le rapport à l'espace, la place où je me tiens, tout ça, c'est, vous savez que nous, êtres humains, nous sommes des émetteurs de signes, comme les animaux. Mais nous sommes aussi, peut-être un peu notre particularité, des producteurs de symboles. Et à chaque fois, l'individu prend en compte les faits, mais projette aussi sur ce qui se passe, sur l'événement, sur le fait, une symbolique. La place n'est pas neutre. Juste un petit exemple, où réfléchissez, où se tient le PDG dans une salle de réunion, au milieu de ses participants, ses collaborateurs? Non. Il se tient en bout de table, dos à la fenêtre, en ayant dans son champ visuel la porte d'entrée pour éviter éventuellement le danger qui arrive, et pour pouvoir éclairer par la fenêtre tous ses collaborateurs, alors que les collaborateurs voient le PDG à contre-jour. Donc c'est une place de pouvoir, etc. Les postures, l'appui, l'équilibre, les gestes, alors je l'ai mis en gras parce que c'est un des piliers du bon communicant, le sourire. Dans notre culture, tout ce que je dis là est propre à notre culture. Dans d'autres civilisations, ça n'a pas la même valeur, la même symbolique. Geste, sourire, regard. Ça, c'est ce que je vois. Ce que je ressens, les émotions positives, eh bien, c'est très favorisant pour la transmission du message. Je suis motivé, je démontre une confiance, une assurance, le message passera formidablement. À l'inverse, j'ai le trac, j'ai le stress, je suis timide, j'ai peur de rater, etc., etc. Ça va être un frein à la communication du message. Enfin, ce que j'entends, la voix, eh bien, ce sont ces composantes qui concourent à l'oralité, qui passent, et on fera des exercices, hein, vraiment, je serai vraiment dans l'attention à ce qu'on pratique les choses, hein, comme l'a dit Benjamin, il faut pratiquer. Je respire et je fais varier la voix, intensité, rythme, modulation, articulation, etc. Et quant à la parole, je prends conscience de la fluidité verbale, des hésitations, des tics, des mots parasites, des mots bafouillages. Vous voyez, entre ces deux caractéristiques, eh bien, il faut essayer de privilégier la fluidité verbale et essayer de corriger, entre guillemets, ce qui est un handicap ou ce qui est un brouillage du message. Et quant au message lui-même,
Ben, la pensée, il y a aussi des choses à dire, hein. La manière dont vous utilisez la langue, dans le bon registre de langue. Pas de langage vulgaire, pas de langage relâché, se mettre au niveau minimum standard, voire soutenu. Le vocabulaire et la terminologie que vous utilisez, attention, il y a peut-être dans vos structures un jargon spécialisé qu'un néophyte ou quelqu'un qui est étranger à votre organisation ne comprendra pas. Il faudra être attentif à l'expliquer. La structuration de la pensée, ça c'est essentiel. Construire ses idées avec une cohérence, une pertinence entre elles. L'argumentation, le gros travail de l'argumentation, comment je convainc l'autre qu'il faudrait qu'il suive mes directives. Voilà. D'accord? Donc, c'est un exercice, c'est une session qui va vous mettre face à vous-même, sous le regard de vos collaborateurs ou de vos collègues stagiaires. Peut-être que si on avait le temps, on filmera avec votre téléphone portable, parce qu'il n'y a rien de mieux que se regarder en retour pour voir ce qui ne va pas. C'est un exercice, je le sais très bien, assez délicat, assez terrible, hein, parce qu'on voit tous les défauts. Mais sachez aussi que vous avez des qualités. Et mon travail, c'est de m'attacher à développer en vous les qualités. Sur la gestion du trac, qui est un signal d'alarme. Voilà, je vous laisse regarder le tableau. Quitter la tension nerveuse, l'envie de ne pas y aller, résistance à l'action, l'appréhension, la peur de rater, et ça se traduit dans le corps par des fameuses contractions musculaires que vous ressentez tous, le rouge aux joues, le cœur qui s'accélère, les mains moites, la transpiration, etc., etc. Pour sortir du trac, il faut retrouver un tonus, c'est-à-dire une libre circulation de l'énergie dans le corps. Le maître remède, c'est la respiration, pas n'importe laquelle, la respiration abdominale. Autre remède, faire quelque chose, agir, ne pas rester paralysé, coincé sur sa chaise, bouger, etc. Et puis, pour éviter les manifestations physiques, se concentrer sur votre objectif et sur le positif. Dites-vous, ça vaut le coup que je réussisse cette prise de parole ou cette intervention, etc. Bon, je développerai évidemment plus. Donc, en conclusion, quels sont les 4 piliers du bon communicant? Le regard. C'est l'adresse du message. Dans notre culture, quand on regarde quelqu'un, il sait que je vais m'adresser à lui. Les gestes qui soulignent les propos, qui facilitent l'expression de la pensée. Le silence qui sert à structurer le message. N'ayez pas peur de faire des silences. Le silence n'est pas le vide, le rien. Le silence, c'est comme au théâtre, c'est une mise en suspension de la pensée qui rend les mots qui suivent encore plus forts. Et enfin, le sourire. Je le mets entre parenthèses parce qu'évidemment, il y a des situations où il vaut mieux ne pas sourire. Si je dis, Robert, vous êtes viré avec un grand sourire, je ne ferai ni invitation ni indulgence, je ferai cynisme. Voilà comment on peut traduire ce qui me semble être important comme étant des fondamentaux de la communication. Merci. Merci beaucoup. Je regardais s'il y avait des questions. Il n'y en a pas à l'heure actuelle, ce qui veut dire que vous avez été un beau communicant ou que ces questions viendront plus tard. En tout cas, voilà, là, c'était vraiment vous donner envie de rappeler certains fondamentaux qui méritaient quand même d'être remis en lumière. Et puis, ça a été beaucoup expliqué, mais voilà, la pratique, la remise en question aussi. Et puis, comme on l'a dit, c'est jamais plaisant. On peut dire que même lors d'un webinaire, on se voit aussi quand on intervient et c'est pas forcément quand on se réécoute après, parce que j'ai oublié de vous le dire, vous recevrez toutes et tous un replay.
aussi de ce webinaire où il sera mis à disposition de collègues qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Voilà, il faut prendre ça à bras le corps, comme on dit. Et une fois qu'on a parlé des fondamentaux, on va maintenant se centrer sur quelque chose qui est un besoin plus spécifique, qui renvoie là quand même beaucoup plus aussi au cadre dirigeant, c'est-à-dire les situations de crise et les leviers de communication qui peuvent être activés lorsque il faut réagir à des sollicitations, par exemple des médias. Et c'est Monsieur Payon qui va vous expliquer tout ça et puisque ce qu'il propose aussi comme accompagnement. Bonjour à tous. Voilà. Donc, je vais vous parler pendant quelques minutes de cette affaire, si je puis dire, de communication sensible et de média training. Donc, ça fait environ 6 ans que j'interviens dans les différents programmes de l'EN3S. Et donc, la connaissance du monde de la protection sociale est déterminante pour nous, pour pouvoir aider ceux qui vont être sollicités à pouvoir gérer des situations. Alors, tout à l'heure, Benjamin parlait de situations de crise. On parle plus volontiers maintenant de communication sensible, mais je vais revenir sur la terminologie et le média training. En fait, d'abord, le terme de crise, globalement, il est assez anxiogène. Donc, ça veut dire que l'institution ou l'entreprise, elle risque de disparaître, etc. Donc, on est vraiment dans des systèmes extrêmement sophistiqués, comme on peut le voir aujourd'hui dans l'actualité géopolitique. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc cette terminologie véritablement spécifique qu'on appelle communication sensible. Alors, elle vient d'où ? La communication sensible, autrefois, c'était plutôt dédié aux problèmes environnementaux, à la gestion des déchets ou contre la lutte contre le gaspillage énergétique, etc. Et aujourd'hui, en fait, cette terminologie, elle s'étend à l'ensemble des sujets qui peuvent être, non pas remettre en cause l'institution, mais qui peuvent remettre en cause son mode de fonctionnement. Et je vais rentrer un peu dans le détail, dans le détail avec quelques exemples. Et on conjugue cette communication sensible avec du média training. Alors, Monsieur Rosas vient de l'annoncer. Lorsque je fais des séquences de média training, vous aurez quelques clichés. Vous verrez, on fait des choses qui se rapprochent le plus possible de la sollicitation d'un média qui interroge un directeur de caisse ou son adjoint ou un responsable ou un médecin conseil pour faire le point sur une situation. Au demeurant, il y a certains programmes de formation qui sont co-animés avec un journaliste. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de cette communication sensible, qui évidemment repose sur l'ensemble des fondamentaux qui viennent d'être exposés. Cette communication sensible, c'est par exemple ceci, donc j'ai tiré d'un certain nombre de... C'est tout à fait récent, hein. Si je parle de cyanobactéries, les plans d'eau des Deux-Sèvres seront-ils fermés cet été? Donc, puisque nous avons des participants des agences régionales de santé, c'est un sujet qui leur est dédié, si je puis dire. Alors, c'est quoi la communication sensible? Eh bien, c'est d'être capable d'expliquer avec des mots simples, c'est-à-dire faire de la vulgarisation des décisions techniques compliquées. Souvenons-nous, souvenez-vous que nous allons faire dans ces sessions de formation du C'est pas sorcier. Il va falloir apprendre à parler comme Jamie et Fred et Jamie pour expliquer des choses compliquées. Alors, cette communication sensible, elle ne peut se reposer d'une part que sur la maîtrise d'une communication en temps normal, c'est-à-dire fluide, compréhensif, tout ce qui vient d'être évoqué, et en même temps, qui doit réussir à traduire les valeurs fondamentales de vos organisations. Pourquoi parler des cyanobactéries? Qu'est-ce qui est en jeu derrière ça? C'est la santé publique, c'est la sécurité des personnes. Bien. Donc, il va falloir expliquer pourquoi, dans des termes simples, les décisions sont prises dans cette direction-là. Ou encore,
un autre exemple qui concerne une caisse primaire d'assurance maladie sur la Côte d'Azur, à Antibes, un médecin qui a décidé de porter plainte contre une caisse primaire d'assurance maladie et qui explique dans un reportage diffusé sur BFM TV qu'il est submergé par les procédures administratives, qu'il perd un temps fou, qu'il l'a estimé à plus de 5 000 euros. Et donc, il va falloir que la CPAM prépare des éléments de réponse. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire, vous comprenez bien que ce sujet-là, il va pas réduire à néant la mission d'une caisse primaire d'assurance maladie, mais il va falloir trouver les fameux éléments de langage qu'il va falloir distribuer et donc diffuser aux journalistes qui vont venir interroger la direction. Pour l'instant, puisque ça date de la semaine dernière, pour l'instant, il n'y a pas de réponse officielle à la plainte de ce médecin. Autre exemple encore, retraite complémentaire, l'État lance toujours le magot de la Carco. C'est à la limite entre l'institutionnel et le politique. Mais moi, demain, je suis journaliste au Progrès de Lyon ou au Républicain Lorrain, ou dans une radio locale, je veux avoir l'avis de responsables de l'assurance vieillesse, etc. Qu'est-ce qu'on va me répondre? Alors évidemment, vous comprenez bien que dans cette organisation-là, il est évident que le lien entre le régional, le local, régional et le national doit se faire en temps voulu. Et c'est ce que l'on voit également, c'est comment s'organise cette communication sensible afin de pouvoir répondre au mieux et dans les meilleures conditions à des médias qui sont en demande d'information parce qu'eux-mêmes ont un temps public qui attendent l'information. Dernier exemple, souffrance au travail à la CAF de Loire-Atlantique, première victoire des salariés. Comment se fait-il qu'une organisation telle qu'une CAF, elle puisse imposer des conditions de travail difficiles à certains de ses salariés? Qu'est-ce que l'on va répondre? Quelle solution apporter à ça? Parce que c'est déjà médiatisé. Et même si, donc ça pose toute la question aussi de la gestion de la situation conflictuelle au sein de l'organisation. Donc vous voyez que derrière cette terminologie de communication de crise, il y a toute la construction d'un discours que l'on met en place à travers des questions-réponses sur les réponses, justement, à apporter à des sollicitations. Mais en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont suivre, par exemple, ces formations de communication sensible, il va falloir qu'ils comprennent aussi ce qu'ils attendent, les journalistes. C'est quoi la définition d'une information? C'est quoi le timing de travail d'un journaliste? Pourquoi mon communiqué de presse, il n'a pas été repris? Est-ce qu'il était bon, pas bon? C'est qui, en fait, le partenaire qui est en face de moi? Puisque on est bien dans une relation de travail où vous avez, dans les organismes, à fournir de l'information la plus fiable possible, la plus exacte possible, et en face de vous, vous avez des médias, quels qu'ils soient des médias traditionnels, de la presse écrite, de la radio ou de la presse Internet, qui sont en attente et qui viennent chercher de l'information. Or, il y a juste un mot quand même là-dessus, la définition fondamentale d'une information, c'est la nouveauté. Si ce n'est pas nouveau, alors votre information, elle passera à côté, et votre information, ou en tout cas la communication que vous voulez faire, elle restera lettre morte. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, tous nos médias sont dans la nouveauté. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le fonds de commerce de l'ensemble des médias. Alors, pour travailler justement, et je rebondis aussi sur ce qu'a dit M. Rossin, tout à l'heure, on fait du média training. Donc là, on met, vous voyez, des moyens qui sont un peu plus lourds et sophistiqués que les appareils. Le média training est un exercice qui est difficile. On l'a dit, il va falloir accepter de se voir. Il va falloir accepter de se corriger, avec cette dimension supplémentaire qui est que l'on a en face de soi quelqu'un qui vient chercher
j'allais dire, une vérité ou des informations. Donc, la seule logique, en tout cas la seule loi dans cette technique du média training, c'est de s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. C'est-à-dire que dans des sessions de média training, on commence par du question-réponse à la voix, façon presse écrite. Après, on fait l'émission de radio en différé, où on s'enregistre, et puis on se réécoute. Et puis, on va choisir la bonne réponse par rapport à ce qui peut être abandonné. Et puis après, on va passer en radio en direct, ce que vous pouvez faire d'ailleurs. Souvent, on fait des interviews radio par téléphone. Et puis après, on va passer. Donc là, pour l'instant, on n'a que la voix et le son, j'allais dire. Et puis après, on va passer au stade le plus difficile, qui est la vidéo. C'est-à-dire que je vais vous filmer et vous allez vous voir dans une situation qui est difficile en disant, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se fait-il que dans une organisation comme la vôtre, vous ayez des souffrances au travail? Quelle est l'organisation du travail? Quelle est la place des managers intermédiaires, etc. Et évidemment, on se revoit et on critique et on donne des axes d'effort et on s'oriente vers des corrections. C'est une chose qui permet d'avancer très très vite. Le media training sur 2 jours de formation, entre le premier exercice du premier jour en milieu de matinée jusqu'au dernier direct du deuxième jour, vous allez voir la progression qui se fait parce que justement, on comprend, c'est de la mécanique, c'est la capacité à écouter les questions, à les comprendre, c'est la reformulation des questions, le choix des mots, la préparation des messages à faire passer. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment technique, qui d'ailleurs, il y avait un article du Monde la semaine dernière, hein, que les hommes politiques pratiquent constamment, que nos grands patrons d'entreprise le pratiquent également constamment, et que nous, à notre niveau, à votre niveau, il va falloir pratiquer parce que demain, vous pouvez faire une interview sur votre radio locale, sur votre quotidien régional ou sur votre télévision locale ou quoi d'autre. Voilà donc, grosso modo, les différents axes de cette communication sensible et comment on peut la traduire en technique avec ce média training. Merci Voilà. beaucoup. C'était très clair, très pratique aussi. Les exemples étaient, je trouve, très parlants. Et j'espère que ça suscitera, ça donnera envie d'aller plus loin et puis de se mettre en situation de. Alors, je vérifie le fil de questions-réponses. Je ne vois toujours pas de questions. Nous allons donc passer à au dernier temps de notre webinaire avec le choix de cibler 2 compétences en matière de communication, à la fois celle qui pourrait relever de l'art de la synthèse, mais que les anglo-saxons appellent le pitch, et puis après de revenir sur la prise de parole en public. Mais nous allons commencer par ce fameux pitch dont on parle beaucoup. Par exemple, il a été beaucoup vulgarisé, familiarisé lors des conférences, vous savez, ma thèse en moins de 3 minutes. Moi, j'avais vu ça quand j'étais encore du côté de l'université. Enfin, il y a tout un ensemble notamment sur les réseaux sociaux, de communication qui s'orientent vers ces communications courtes. Il peut être bien entendu utilisé pour les professionnels de la sécurité sociale et de la protection sociale pour des usages, notamment tout ce qui tourne autour de l'art de l'affluence, de la conviction. Et je vais laisser Monsieur Rosas nous en dire plus. Merci Benjamin. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire qui vous donnera les origines de ce qu'on appelle aujourd'hui le pitch. Que je traduirai, malheureusement, le néologisme français n'apparaît pas. On dit résumé, c'est pas très bon, c'est pas un résumé. Mais vous avez dit, Benjamin, ce sont des communications courtes, dans un temps limité, qui nécessitent d'être pertinentes et impactantes. Et l'histoire commence par, c'est l'histoire de John Smith, qui est jeune, frais et moulu des grandes universités de la côte est des États-Unis, Boston, Harvard, Princeton, ce que vous voulez, qui travaille à New York dans un grand cabinet d'audit.
il se retrouve ce matin-là, nez à nez, dans l'ascenseur avec le PDG de ce grand cabinet d'audit. Le PDG va au 90e étage, John Smith, lui, va au 35e. De l'étage 0 à l'étage 35, il y a peut-être 3 minutes maxi. La question que je vous pose est la suivante. Que peut dire John Smith à son PDG pour que celui-ci se souvienne de lui de manière quasi indélébile? Qui fait qu'un mois plus tard, ce PDG qui a un nouveau produit à lancer, un nouveau projet à mettre en place, se souvient de ce que lui a dit John Smith, appelle sa secrétaire, « Madame, faites monter John Smith à mon bureau ». John Smith court, bondit jusqu'au 90e, par l'ascenseur évidemment, et le PDG lui dit, « Est-ce que vous m'avez dit sur votre volonté, votre enthousiasme, etc. m'intéresse, j'ai quelque chose à vous confier ». John Smith dit, « Oui, bien sûr, merci beaucoup ». Et d'un coup d'un seul, John Smith, la semaine d'après, quitte le 35e étage pour aller au 50e. En une parole du PDG, il gravit, il monte 15 étages. Et le pitch, c'est ça. Quel est le propos, les mots-clés impactants que vous pouvez donner à votre interlocuteur pour qu'il se souvienne de vous de manière forte et que vous vous différenciez de ce que disent tous les autres? Il faut que ce soit court, impactant, différenciant et, si possible, original. Alors, pour élaborer ce speech, il y a des étapes. Une première étape, à l'image d'un brainstorming, d'émergence d'idées, et une deuxième étape de convergence, émergence, convergence. Première étape, émergence, en réfléchissant et en analysant la situation. Que s'agit-il de présenter de manière courte? L'entreprise, un produit ou vous-même? Ça marche aussi sur les personnes. Et pour ça, on va utiliser les fameuses 7 questions d'Aristote. Alors, je vais très vite, mais vous les connaissez. Hein. Qui dit quoi à qui? Où, quand, comment, pourquoi? En 2 mots. Et parfois, on rajoute le combien, la 8e, qu'Aristote n'avait pas, peu importe. Qui, c'est vous? Vous dites quoi à qui? On ne dit pas la même chose au PDG qu'au balayeur de surface, peut-être. Ou quand, ce sont les conditions d'expression de la parole, ce n'est pas neutre. Comment? Est-ce que c'est votre voix seule qui fait le travail? Est-ce que vous avez des aides visuelles, etc., etc. Et pourquoi? Quel est votre objectif? Vous faire souvenir de vous, vendre un produit, présenter la boîte, l'organisme, l'institution, l'association, etc., etc. Alors, moi, j'ai fait l'exercice, évidemment, ça me permettra de vous donner l'occasion de me connaître un petit peu. Quand on me demande qu'est-ce que tu as fait dans ta vie professionnelle, je dis à chaque fois, je suis un homme de parole. Bon, les gens, un grand silence, bon, d'accord. Alors, je reprends tout de suite, je dis évidemment, un homme de parole au sens moral du terme, je fais ce que je dis, mais je dis, je l'entends au sens premier. Je suis un homme qui, toute sa carrière professionnelle, à la fois en tant que comédien et à la fois en tant que formateur, qui utilise la parole dans la transmission des messages de ses personnages au théâtre, au cinéma, à la télé, et qui utilise la parole au service du savoir, des savoir-faire à transmettre. Voilà, je suis un homme de parole. L'exercice de la parole dans 2 situations professionnelles très différentes. Je trouve que c'est intéressant cet exercice qui limite, la contrainte libère. C'est un peu ça sur le quoi on peut s'appuyer pour montrer la valeur de ce pitch. La contrainte, le peu de temps que vous avez, vous oblige à synthétiser, vous oblige à réfléchir, vous oblige à penser à la cible que vous souhaitez atteindre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, cible, message, style. Donc, émergence,
convergence, analyse, rédaction. Et je dirais que ça marche aussi bien pour quelqu'un qui fabrique des fromages et qui veut vendre ses fromages. Ça marche aussi bien pour un ministre qui cherche à... Alors, attention, évidemment, il y a des dérives. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Parce que faire court ne veut pas dire faire simplifier. Court n'est pas de la simplification. Court nécessite un vrai travail de réflexion pour rester dans la cohérence par rapport à votre cible et à votre objectif et dans la pertinence par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous proposez. Voilà, j'arrête là avec ça. C'est un exercice intéressant qui nous oblige par rapport à nous qui sommes plutôt cartésiens, c'est-à-dire qu'on est dans la dissertation, on est dans introduction, développement, conclusion, etc. C'est pour ça que ça vient des États-Unis. C'est pas un hasard, parce que les États-Unis, les Américains, pardon, sont plus pragmatiques. Ils vont droit au but, en quelque sorte. C'est peut-être un stéréotype, mais vous voyez, ils sont très pragmatiques. Ils ne s'embarrassent pas de contexte, enjeu, solution. Non. Qui vous êtes? Alors, je vais vous faire sourire, je vais arrêter avec ça. C'est méga, quoi. Make America Great Again. Ben voilà, ça, c'est du pitch. Ça, c'est du pitch. Et alors, on aime ou on n'aime pas, au-delà de tout jugement de valeur, eh bien, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on le retient. Et que les journalistes et les gens dans les médias répètent ce slogan à loisir. En fait, cet acronyme, méga. Voilà, j'arrête, j'en ai pas plus. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que ça me fait penser, parce que du côté de la sécurité sociale, on n'a pas non plus à rougir à tout ce qui a pu être fait en termes d'attractivité sur la marque employeur. Je sais que là, par rapport aux jeunes, la cible des jeunes, il y a des campagnes qui ont été lancées sur TikTok avec des petits... Alors, c'est pas vraiment du pitch, mais en fait, c'est une scénarisation courte de situations de la vie professionnelle pour aller contre les idées reçues sur la sécurité sociale avec des jeunes, la machine à café ou autre. Voilà, moi, j'avais trouvé ça très réussi. Mais enfin, effectivement, on retient pas forcément le contenu, mais l'idée reste présente et imprime. Et effectivement, dans le pitch, cet aspect voilà, d'impression aussi générale qui fait qu'on influe après sur une décision et ou bien on développe un peu son attractivité. On en arrive à la dernière séquence consacrée à la prise de parole. Alors, c'est finalement en fait un petit peu le point commun, le fil conducteur qu'on a pu avoir, puisque que ce soit dans les fondamentaux de la communication sensible, j'ai bien noté, M. Payon, effectivement, pas que de crise, même si la crise, l'étymologie de la chrysalide, c'est aussi la transformation, c'est pas forcément que le négatif. Mais voilà, communication sensible, pitch, fondamentaux de la com, à un moment ou à un autre, on va parler. Et surtout parler face à un public. Donc on peut s'entraîner devant son miroir le matin avant de partir, mais l'idée, c'est surtout d'avoir une mise en situation et d'avoir quelques codes pour franchir cet exercice qui est plus ou moins facile suivant les profils. Monsieur Rosa, je vous laisse en dire quelques mots de ce que on peut faire en la matière. Alors, il faut que je partage, c'est là. Et je vais mettre ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas encore. Pas encore, je vais peut-être pas. Alors, attendez. Parce que ouvrir le bac de partage. Ah, voilà. Partager l'écran. Bureau fenêtre. Tac. Autoriser. Sélectionner. Écran entier. Je prends parce que je manipule. Voilà. Et donc, je prends ça. Tac, tac. Et donc, je mets ça autorisé. Ça n'a pas l'air de vouloir monter. Bon. Si vous voulez, on peut aussi, pas forcément nécessaire de... Est-ce que quelqu'un peut, Gabriel, peut-être lancer le prési, s'il vous plaît? Oui. Ah, non, je n'ai pas accès au prési. Alors, le prési, est-ce que là, vous voyez quelque chose?
mesdames et messieurs? Non, Non, pas encore. Non. parce Non. que je ne l'ai pas mis dans la fenêtre alors. Oui, mais j'ai un écran qui me gêne, là, autorisé, ou je ne sais pas quoi. Faut autoriser effectivement le partage. Oui, alors, partage d'écran, bureau, fenêtre, voilà. Et je fais ça normalement. Et là, c'est bon ou pas? Bon. Non. Non, on n'a pas le. Non. Alors, je Peut-être reprends. si vous voulez, Oui. parce que là, c'est vrai que je vois que l'heure tourne, et puis ça nous permettra Oui. aussi d'avoir un échange Oui, conclusif à à 3. C'est simplement, voilà, peut-être donner à voir les mises en situation pratiques, et puis les quelques clés qu'on peut avoir quand on prend la parole en public. Et puis on transmettra aux peut-être. auditeurs, téléspectateurs, je ne sais pas comment on doit Oui, les appeler, on leur transmettra via le support le lien vers le Prési, si vous je me vais faire permettez. très court. Je vais faire très court, sans support, et vous l'enverrez, merci. Oui, alors, issu effectivement des techniques théâtrales, des techniques de l'acteur, faire prendre la parole, faire de sa voix un atout. Je dirais que ça, c'est aussi un fondamental. Si le regard est l'adresse du message, dans notre culture, la voix en est le porte-parole. C'est par ma voix que je porte la parole. Et en cela, je m'appuie, j'ai parlé de Raymond Queneau, là je vais mobiliser un ancêtre, enfin quelqu'un d'autre, Montaigne, disait quoi? Quelque chose de très intéressant. La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Je vois que Georges Payon connaît cette phrase. Elle est importante parce qu'elle renverse le schéma classique de la communication avec un orateur dominant et des spectateurs passifs. Non, non, non et non. Vous n'êtes pas propriétaire de la parole. C'est l'autre. Il y avait un proverbe persan d'ailleurs qui disait que c'est l'auditeur qui anime la parole de l'orateur. Et donc, c'est exactement ça. Donc, c'est une convergence entre deux personnes dans l'espace de la communication. Et ça passe par la voix, avec ses multiples composantes, ces 4 composantes que sont le volume, la modulation, l'articulation, le rythme, etc. C'est la gestion des silences. C'est la gestion silence actif. C'est-à-dire, c'est quoi un silence actif? C'est silence, plus regard, plus geste arrêté en l'air. Personne ne peut vous interrompre parce que vous gardez la main, entre guillemets. Vous voyez, le corps parle, même dans le langage de la communication, on entend la présence du corps. Donc, ça va être des exercices de respiration, de chauffer la voix, d'articulation, de lecture expressive, avec la ponctuation orale des comédiens qui annotent leur texte avant une voix off, par exemple. Il y a plein de techniques issues des techniques de l'acteur qui sont aussi valables pour le médecin conseil, pour la sécurité sociale, etc. Parce que dans votre rôle, vous êtes dans votre rôle de médecin conseil, de je ne sais quoi, et vous avez à défendre votre parole. Et ça passe par la voix. Et on verra les domaines où vous pouvez maîtriser les choses et les domaines qui sont de l'autre côté, je dirais, chez l'interlocuteur. Votre mission, c'est de vous faire écouter. Puisque vous l'avez accepté, je vais terminer là-dessus. Mission impossible. Non, ce n'est pas impossible. C'est faisable. Puisque vous l'avez accepté, il faut y aller. Et je pense, je dirais, il y a une beauté à prendre la parole. Il y a un plaisir. Croyez-moi, en tant que comédien, il y a un plaisir à prendre la parole. Merci. Je peux rebondir juste, bien sûr. Alors juste sur ce que vient de dire M. Rosa, c'est que oui, bien sûr, on souscrit absolument, si ce n'est que l'exercice, j'allais dire la confrontation avec un média, elle est dans un autre registre, c'est-à-dire que souvent, parfois, le journaliste essaie de vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire. Et voilà. Et donc là, c'est compliqué parfois, donc c'est complètement complémentaire, qu'il faut passer entre les mains de M. Rosas pour venir après entre les miennes, si je puis dire, pour pouvoir gérer véritablement cette prise de parole, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous parlez, vous devenez le porte-parole de l'ensemble de votre organisation et de votre institution. Voilà, c'était mon petit mot aussi. Je vous rejoins tout à fait, vous avez raison. Le média training, l'interview,
situation très particulière avec des intérêts peut-être contradictoires. Vous Ouais. cherchez à faire passer votre message, le journaliste en veut un autre. On arrête là. Bon, je pense que c'était une très belle façon de conclure vos deux interventions croisées. Alors, j'en profite pour faire passer plusieurs messages. Le premier, je rappelle, vous aurez à la fois un replay, une évaluation, les supports, notamment le fameux prédit de M. Rosas sur la prise de parole que vous pourrez consulter. Vous trouverez aussi les offres rebond. J'espère que ça vous a donné envie de vous remobiliser dans ce domaine-là. Je signale aussi, parce que c'est important que, notamment mais pas que pour communication sensible, elles sont bien entendu disponibles en intra, c'est-à-dire qu'on peut, M. Payon peut se déplacer chez vous pour travailler avec votre CODIR, un secteur spécifique. Voilà, on a des exemples aussi, notamment du côté des ARS, où ça a déjà été fait, parce qu'on sait que en matière de gestion de risque, les ARS sont très, très exposés, même si les organismes de sécurité sociale aussi, mais là, il y a une dimension voilà, qui est très forte, que ce soit avec des problématiques d'ordre voilà, sanitaire, de crise d'épidémie. Voilà. Donc, ça, c'est bien entendu possible. Il suffit de nous contacter, puis on organisera toutes ces préparations d'intervention avec vous. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à notre newsletter. Ça vous permet de suivre nos actualités. On en a une par mois. On ne va pas vous inonder de messages. Vous pouvez même vous désabonner si vous en avez marre. Mais c'est le meilleur moyen de rester connecté aussi à nos actualités. Eh bien, voilà, je remercie aussi encore la régie pour tout le travail de support qui a été fait, nos deux experts, nos deux intervenants, pour leur disponibilité et puis la qualité, la clarté de leur message. Et je vous dis à bientôt. Très bon après-midi à toutes et à tous.